Moi, quand j'ai commencé à entraîner, j'ai dû chercher les situations dans les livres et il n'y en avait pas tant que ça. Mais toi, tu as accès à des milliers de situations sur Internet et faut quand même avouer que c'est difficile de s'y retrouver. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a différents types de situations. Les situations problèmes, les ateliers, les exercices de motricité, les situations de cohésion, les situations de préparation physique. Bref, le risque, c'est de mettre tout ce que tu trouves dans une situation qui va devenir une situation fourre-tout. Tes joueurs vont prendre énormément de plaisir parce qu'il va y avoir beaucoup de variétés, mais ils risquent de ne rien apprendre. Ils vont faire de tout, ce qui va amener à rien. Après, rapidement, quand on veut faire progresser ses joueurs, le deuxième risque, c'est de devenir extrêmement focus. Là, c'est sûr, ils vont apprendre, mais pas de manière assez variée pour réussir en match. Ils vont travailler une seule chose, ce qui va amener à peu. La question de fond, au final, c'est comment agencer les situations que tu vas retrouver pour maximiser l'apprentissage de tes joueurs et joueuses. Moi, ça fait 20 ans que j'y réfléchis et que je teste des choses sur le terrain. Du coup, je ne vais pas te proposer une méthode théorique et contraignante, mais une méthode simple et pratique pour te transformer en créateur de séances efficaces. On va essayer ensemble de voir les réponses aux questions suivantes. Quel est le principe pour faire apprendre en séance à coup sûr? Comment utiliser les types de situations selon les problèmes que tu observes et comment les positionner dans ta séance? On va en finir avec ces questions. Avant de commencer, je t'ai préparé un document qui résume tout que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la vidéo. Plongeons dans le monde fascinant de l'apprentissage, un sujet essentiel pour nous entraîneurs qui voulons faire apprendre nos joueurs et joueuses. On sait tous que l'expérience forge les souvenirs et c'est crucial quand on entraîne au handball. Chaque expérience sur le terrain active des neurones qui créent des traces dans le cerveau de nos joueurs. Pour nous entraîneurs, c'est comme à la première séance où de nouveaux joueurs se présentent et nous devons retenir leur nom. Il y a une dizaine, voire une vingtaine de prénoms à retenir. Moi, franchement, j'en retiens un ou deux. Une petite trace donc. Et le problème, c'est que si je ne les répète pas, ou que je ne les demande pas pour les intégrer, je les oublie, voire je les mélange. Un Steven devient un Brian, une Hortense devient une Constance, et je passe mon temps à demander aux joueurs comment il s'appelle lui déjà. Or, pour tes joueurs et joueuses, c'est exactement pareil. S'ils ne revivent pas plusieurs fois la même situation, la trace laissée par le premier passage va disparaître. Oui, tu as bien entendu. C'est un problème sérieux pour nous entraîneurs, parce que si ça arrive, on va diminuer la vitesse d'apprentissage de nos joueurs, voire pire, ils ne vont rien apprendre. Du coup, tu l'as bien compris, le principe fondamental pour faire apprendre, c'est de faire répéter. C'est là où les types de situations vont entrer en jeu. Imagine, c'est comme dans une bibliothèque où chaque livre contient une expérience unique. Et devine quoi? Nos joueurs et joueuses peuvent lire ces livres encore et encore, renforçant ainsi leurs compétences et leur apprentissage. L'avantage, c'est aussi que chaque livre est différent. Du coup, ils ne se lasseront pas et tu maintiendras leur motivation. Par contre, quand on fait des recherches sur les types de situations, c'est comme plonger dans un océan de possibilités. Il y a des dizaines et des dizaines de types de situations et trouver celle dont tu as besoin à l'instant T, c'est une vraie galère. Pendant 20 ans, j'ai cherché à simplifier les choses. Ouais, ça m'a pris un peu de temps. Mais j'ai réussi de passer à plus d'une vingtaine de types de situations à 3 types de situations. Oui, seulement 3, et sans perdre en qualité. Et en plus, je lis les problèmes que mon groupe rencontre pour faciliter l'apprentissage et que cela soit encore plus simple. On est sur du concret.
Quand on arrive en séance, on est ultra motivé. On veut aider les joueurs et joueuses au maximum. Sauf qu'on peut rapidement se heurter au cauchemar de l'organisation sur le terrain. Par exemple, en moins de 11, le terrain devient un champ de bataille avec des gros regroupements autour du ballon. Attaque, défense, les joueurs savent même plus où ils en sont, ils savent plus ce qu'ils ont à faire, et franchement, ça pique quand on est entraîneur et qu'on veut les faire progresser. Mais ce n'est pas tout, à partir de moins de 13, ils vont devoir apprendre un nouveau système et un dispositif, et ça devient rapidement un casse-tête. Quand ça m'arrive, j'utilise le premier type de situation, les situations d'organisation collective. Des situations qui organisent l'attaque ou la défense, voire des fois les deux, en utilisant l'effectif complet ou la moitié. Pour les trouver sur internet ou dans les livres, tu dois chercher des situations dont l'objectif est mettre en place suivi d'un thème ou d'un dispositif. Par exemple, mettre en place une défense homme à homme tout terrain. Ou améliorer suivi d'un thème, améliorer la répartition défensive. C'est la clé pour régler ces problèmes d'organisation et donner un peu d'air au jeu. Notre équipe va commencer à s'organiser. Mais à partir de là, nos joueurs et joueuses, en s'écartant, vont avoir des choix à faire, souvent délicats. Ils vont être noyés dans une toile de prise de décision et ne sauront pas s'ils doivent passer, dribbler ou faire un choix par rapport à ce que eux veulent. Souvent, par exemple, ils vont commencer à dribbler alors qu'ils devraient faire une passe parce qu'ils veulent marquer. C'est là où le deuxième type de situation intervient. À coup de situation de mise en place, le jeu est plus aéré. On commence à toucher le handball. Cet art de l'action-réaction où le joueur va devoir prendre des décisions. Mais il y a toujours un mais. On se rend rapidement compte que les joueurs ont des difficultés à voir ce qui se passe devant eux et à utiliser le bon savoir-faire. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, un joueur va partir en dribble alors qu'il aurait dû faire une passe à un partenaire démarqué parce que le ballon va plus vite quand il est passé. Mais nous, notre job, c'est de l'amener à quelque chose d'autre. Donc on va lui faire vivre des situations où il va devoir faire le bon choix. Parce que la deuxième hypothèse, c'est qu'il ne voit pas du tout la situation. Pour cela, on utilise des situations de type tactique. C'est là que le lien entre ce que le joueur va devoir observer et ce qu'il va devoir faire pour réussir ou marquer va prendre tout son sens. Dans ces situations, les comportements attendus sont souvent écrits avec une forme en si, alors. Par exemple, pour l'attaquant en surnombre, premier comportement, si un partenaire libre est mieux placé que moi, alors je dois lui faire la passe. Si aucun partenaire n'est mieux placé que moi, alors je dois avancer en dribble. Les comportements attendus, ce sont les choses vers lesquelles tu veux amener tes joueurs et joueuses pour les faire progresser. En général, on part d'un comportement observé pour aller vers un comportement attendu. J'en parle beaucoup plus dans cette vidéo, dont tu trouveras le lien ici. Pour dénicher les situations tactiques, tu vas devoir chercher des situations où l'objectif sera améliorer la relation entre et des postes. Par exemple, améliorer la relation entre l'arrière et l'ailier dans une situation de surnombre. Ou encore, le choix du un poste et un contexte spécifique. Le choix de l'arrière face à une défense étagée. La clé pour remédier aux choix tactiques de tes joueurs parfois déroutants se trouve dans ces situations-là. Sauf que malgré tout, ils peuvent accumuler des erreurs techniques leur faisant perdre des ballons ou les rendant prévisibles pour leur adversaire. C'est là que ça devient vraiment passionnant, au moins pour moi, et qu'on entre vraiment dans le handball très précis avec le dernier type de situation. Nos joueurs et joueuses font les bons choix, on pensait en avoir fini. Mais non, il y a une passe manquée, le ballon part en touche. Ton attaquant avec ballon joue toujours le même duel et son défenseur vient de le comprendre. Ton ailier a des difficultés à marquer alors que l'angle est ouvert. Ça commence à l'énerver et ses partenaires aussi.
C'est un peu comme si chaque joueur piochait dans sa boîte à outils de savoir-faire, mais qu'il choisissait jamais le bon, ou tout simplement que ce n'était pas efficace. Après tout le chemin parcouru avec les deux autres types de situations, c'est parfois difficile à vivre pour nous les entraîneurs. On a du mal à mettre le doigt sur ce qui pêche, ou on a peur d'aller vers la technique tout simplement. Tu l'as compris, le dernier type de situation, ce sont les situations techniques ou spécifiques à un poste de jeu. C'est là que le joueur va répéter le savoir-faire nécessaire encore et encore en fonction d'un contexte donné. Le contexte va donner un sens à la technique. C'est difficile de faire travailler par exemple tes joueurs et joueuses sur le duel avec uniquement des lattes. C'est une bonne situation d'initiation, mais rapidement il va falloir ajouter des choses avec un contexte pour qu'ils comprennent comment l'utiliser en match. Dans le cadre de la situation du duel, tu peux faire une situation avec des lattes et ensuite une situation où tu vas avoir un défenseur légèrement en retard, où ton attaquant va réinvestir ce qu'il a vu. Pour les trouver dans les livres ou sur internet, tu vas plutôt chercher des situations qui démarrent par améliorer plus un poste de jeu par exemple, améliorer l'ailier, améliorer le tir de l'ailier, améliorer le jeu de l'ailier, ou améliorer un savoir-faire spécifique, améliorer le tir, améliorer la passe-réception. La clé pour corriger nos joueurs, les rendre moins prévisibles et leur éviter toute erreur technique se trouve dans ces situations. Maintenant que tu connais les 3 types de situations que j'utilise, une question reste en suspens. Comment les utiliser et les organiser pour multiplier les apprentissages de tes joueurs et joueuses en séance? Revenons à l'apprentissage. Au départ, on peut voir le cerveau de nos joueurs comme un jardin mal entretenu. Il y a des mauvaises herbes, les arbres ne sont pas taillés, c'est extrêmement difficile de traverser ce jardin. La première fois qu'on va chercher à traverser, la végétation va se tasser, on va casser quelques branches. Et plus le joueur va répéter l'expérience, plus le chemin va se tracer pour rejoindre son cerveau. Ce chemin qui se crée, c'est un apprentissage. L'idée, c'est d'avoir une stratégie de séance qui permette de tracer ce chemin. Donc, de répéter les choses. Du coup, moi, pour ça, j'utilise prioritairement 2 formes. 1. La rencontre avec un problème. Ton équipe fait un match, le score est serré, les buts s'enchaînent, et tu remarques depuis le banc qu'en fait, l'équipe adverse marque souvent après un but de ton équipe parce qu'il y a un joueur qui est resté à la ligne médiane. Toi, depuis le banc, tu cries « Prenez le joueur à la ligne médiane », sauf que personne ne le fait, et c'est hyper frustrant. Le match se termine, peu importe le score, sauf que là, tu as mis le doigt sur un problème à résoudre. Comment défendre sur ce joueur qui attend à la ligne médiane? Dans la construction de séance, on va faire répéter ce problème à nos joueurs pour qu'ils puissent le comprendre et leur donner des solutions ou des savoir-faire pour qu'ils puissent le résoudre au prochain match. Du coup, on va plutôt organiser les types de situations de la manière suivante. 1. Une situation de mise en place collective. L'objectif de la situation sera de se répartir par le bas, c'est-à-dire en commençant par les joueurs qui sont le plus proches du but à défendre. 2. Une situation technique. Là, on va plutôt faire travailler les joueurs sur une situation où il va falloir tirer au but et replier très rapidement. Pourquoi technique? Parce qu'on va pouvoir aborder le fait qu'après un tir, il faut trouver une stratégie de réception pour vite repartir vers l'arrière. 3. Une situation tactique. C'est plutôt un bonus où on va chercher à amener le joueur à choisir entre j'ai le temps de me placer entre le joueur et le but, donc je le fais, ou je n'ai pas le temps, et dans ce cas, je vais chercher d'abord à gêner la trajectoire en m'approchant de lui. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il va faire progresser les joueurs sur un problème qu'ils ont déjà vécu. Ça leur donne un signal fort. Nous, entraîneurs, nous sommes là pour eux. Par contre, je ne vais pas te mentir, la construction de la situation doit être précise, parce que s'ils ne revivent pas le problème qu'ils ont vécu, la situation risque de ne servir à rien.
L'autre point complexe, c'est la construction de la situation technique. Parce que des fois, sur le terrain, tu vas préparer quelque chose et tu vas te rendre compte qu'ils ont besoin d'autre chose. Moi, je sais qu'au départ, je ne changeais pas. Pourquoi ? Parce que je savais que ma situation technique allait apporter quand même quelque chose aux joueurs, que je l'avais préparé et que du coup ça allait tourner correctement. Par contre, je notais l'idée pour la situation d'après. Avec l'expérience, et après avoir fait pas mal de situations techniques, je me permets de temps en temps, si je suis sûr de mon coup, de modifier la situation technique en la remplaçant par quelque chose que j'avais déjà expérimenté. Ce que tu dois retenir là, c'est qu'avec l'expérience, tu vas faire beaucoup de situations. Plus tu vas expérimenter, plus ce sera facile pour toi de t'adapter sur le terrain. Le seul truc à faire, c'est de se lancer. Par contre, ça peut arriver que ton équipe n'ait aucun problème ou que tu n'aies encore pas fait de match. Du coup, soit tu as une sacrée expérience des problèmes que vont rencontrer tes joueurs dans la saison, soit tu vas utiliser la deuxième méthode, s'initier ou améliorer un savoir-faire. Cette fois, tu pars d'un ou plusieurs savoir-faire que tu vas donner à tes joueurs. Je pense que tu vois déjà un peu l'ordre des types de situations. 1. Une situation technique. Là, on va par exemple faire travailler le duel de l'attaquant sur un défenseur en déplacement. Mais cela peut démarrer par une initiation au duel avec des cerceaux par exemple. 2. Une situation tactique. Ici, on va lui faire choisir entre faire une passe après le duel ou utiliser son dribble selon ce que fait le défenseur. Mais cela peut être aussi une situation où il va devoir choisir entre un débordement ou un duel en contournement avec les pas. 3. Une situation de mise en place collective. Là, on finira par le mettre dans un contexte plus général face à une défense 3-3 homme à homme par exemple, où les défenseurs auront des ballons dans les mains, en faisant bien attention au contexte à assurer. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle amène tes joueurs à s'initier ou à maîtriser un savoir-faire, puis à l'utiliser dans une situation. Du coup, en match, quand ils en auront besoin, ils sauront quel savoir-faire utiliser à quel moment. Pour rien te cacher, tu vas te heurter à 2 problèmes principaux. 1. Les joueurs peuvent ne pas essayer le savoir-faire parce qu'ils le jugent trop difficile. À toi de savoir jouer sur la difficulté de la situation. 2. Les joueurs peuvent utiliser un savoir-faire que tu n'avais pas prévu. S'il fonctionne, moi je suis partisan de le faire répéter et de le garder. Ça me permet aussi d'augmenter mon expérience et ma connaissance. Donc moi, j'utilise ces 2 modèles prioritairement. Je les modifie un peu, ou j'en construis d'autres autour, mais globalement, c'est ces 2-là que j'utilise. À toi aussi de les modifier pour les mettre à ta sauce et que cela te ressemble. Voilà, maintenant, tu as une idée de ce que sont les types de situations et de comment les agencer dans ta séance pour faire progresser tes joueurs et joueuses. Si tu n'es pas habitué à construire tes séances comme ça, tu peux te dire que c'est énormément de boulot. C'est pas faux. Tu peux aussi te dire que tu n'en es pas capable. Moi aussi, au départ, je le pensais. Et tu vas rapidement voir qu'au fur et à mesure, tu vas aller de plus en plus vite. Et que franchement, c'est pas bien compliqué une fois que tu as compris comment ça marchait. Tu vas surtout te rendre compte que tes joueurs et joueuses progressent beaucoup plus vite. Maintenant, il ne te reste plus qu'à passer à l'action.